Je déclare la réunion du 15 juin ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Madame la gouverneure faisant fonction, Monsieur Julien Van de Bury, Monsieur Rassa. OK. Madame Gaillard. Monsieur Capa. Madame Landrin. Monsieur Lejeune. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Le point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 mai 2023. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci, Monsieur le Président. Donc, la réunion est présidée par Monsieur Jadot, assisté de Madame Victoria Van de Berg et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 51 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2023. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sur les documents 22, 23, A18 et A19. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 22, 23, 220 à 228, 22, 23 de 231 à 233 et 22, 23 de 237 à 240. L'Assemblée adopte aussi les documents 22, 23, 234 à 236, 22, 23, 242 à 246. Le Conseil provincial prend connaissance du document 22, 23, barre 241. Le procès-verbal de la réunion du 27 avril est approuvé. La séance publique est levée à 17h20. En séance à huis clos, l'Assemblée a procédé à la nomination en titre définitif et à temps plein de M. Pierre Broze en qualité de directeur général provincial, à dater du 25 mai 2023. À la nomination à titre définitif et à temps plein de M. Péric Fastré en qualité de directeur financier provincial, à dater du 25 mai 2023. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comporte 3 points. Le document A20, questions d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au parcours culturel numérique. Le document A21, question d'actualité d'un membre du Conseil relatif à la transition vers les logiciels libres. Et le document A22, une question d'actualité d'un membre du Conseil relatif à la réaffectation du hangar Kursk. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question, la 20, je donne la parole à M. Erwin Guckel. Monsieur le député président en charge de la culture, mesdames, messieurs, chers collègues du Collège et du Conseil provincial, monsieur le président de l'Assemblée, monsieur le directeur général, monsieur le député président, je souhaite ce jour vous interpeller à propos de l'édition numérique d'un parcours public en province de Liège. Nous avons une richesse culturelle dans l'espace public et ceci depuis de nombreuses années maintenant. Les villes et communes, en fonction des moyens mis à cette contribution, favorisent cet art riche mais clairsemé sur les territoires. Nous aurons compris, ces initiatives demeurent à l'échelle locale et communale, et pourtant notre institution souhaiterait que ce patrimoine soit recensé et valorisé à l'échelle du territoire provincial. Pouvez-vous, monsieur le député président, nous faire part de l'avancée de ce projet? D'avance, merci pour l'attention portée à ma question. Je vous remercie, monsieur le Premier secrétaire. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention complémentaire. J'invite M. Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Président. Monsieur le conseiller provincial, votre intervention relative à l'édition numérique d'un parcours d'art public en province de Liège, et vous le savez, a retenu ma meilleure attention.
Évidemment, je vous rejoins, notre territoire regorge d'un riche patrimoine culturel public qui mérite une plus large et une meilleure mise en évidence à un échelon supralocal. L'idée d'un parcours numérique d'art public est en effet une réponse à la valorisation de ce patrimoine local trop souvent méconnu. Qui plus est, ce type de projet s'inscrit pleinement dans l'un des premiers métiers de notre institution, faciliter et promouvoir la coordination supracommunale. En interne, ce projet implique une coordination entre divers services provinciaux. Notre département des relations territoire, ville, commune, le département culture et bien évidemment la direction des systèmes d'information. Je souhaite ici saluer le travail qu'ils ont déjà engagé pour la concrétisation de ce parcours. En mars dernier, une invitation à s'inscrire dans l'opération de recensement et de valorisation des œuvres d'art présentes sur le territoire provincial a été adressée aux bourgmestres et directeurs généraux des 84 villes et communes de notre territoire. À ce jour, 13 communes ont répondu positivement et souhaité adhérer au projet. Anse, Éwaille, Bleuny, Chaudfontaine, Angy, Flémal, Remicourt, Trois-Ponts, Traux, Welkenrath, Lonsen, Saint-Vite et Wans. 11 communes ont demandé des informations complémentaires qui leur ont été communiquées par courriel. Il s'agit d'Herstal, d'Alem, Neupré, Awan, Dizon, Esneux, Yerneux, Timister-Clermont, Liège, Raren et Eupen. 2 communes nous ont informé qu'elles ne souhaitaient pas y adhérer, à savoir Sprimont et Hamel. La direction des services d'information travaille actuellement à l'élaboration d'un formulaire électronique simple visant à récolter les données utiles à l'élaboration de cet outil de visualisation et de documentation, lequel sera disponible dans peu. Dès qu'il sera opérationnel et validé, ce formulaire sera adressé aux villes et communes inscrites dans le projet. Par ailleurs, le mois de septembre semble être une période propice pour relancer les villes et communes qui, quant à elles, n'ont pas encore répondu à notre première invitation. Enfin, une collaboration avec la Fédération du tourisme de la province de Liège est développée. Celle-ci relèvera davantage d'un accompagnement par la mise à disposition de son expertise et de ses outils spécifiques au développement de projets de l'espèce. Elle pourra également contribuer au contact avec les 7 maisons du tourisme présentes en province de Liège. Ces dernières pourront, quant à elles, assurer la promotion et la diffusion du parcours via leurs propres canaux, notamment vers l'extérieur du territoire. Vous le constaterez, du chemin est encore à parcourir avant d'aboutir, mais je suis certain que ce projet a de beaux jours devant lui. Je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial président. Une réaction. Pour la deuxième question, je donne la parole à monsieur Marc Meinery. Bonjour et merci monsieur le président, chers collègues. Chaque année, sans prendre en compte l'enseignement, l'institution provinciale dépense environ 200 000 € pour l'accès à l'environnement Microsoft au sens large. Par exemple, en 2002, nous avons dépensé un peu plus de 186 000 € pour cet environnement Microsoft. Une somme que nous pourrons qualifier de moindre à l'échelon provincial. Cependant, plusieurs villes européennes font le choix du logiciel libre. À titre d'exemple, la ville de Rennes est passée au logiciel libre Zimbra pour sa messagerie. À Grenoble, la municipalité rouge-verte a installé des suites bureautiques libres sur les 1500 postes destinés à ses agents. Elle a également basculé les 600 ordinateurs du parc informatique de ses écoles vers Linux. Et pour y parvenir, les ordinateurs ont été équipés de la distribution Primtux, un environnement à visée pédagogique. Les logiciels libres, c'est en fait un outil souvent moins cher, mais c'est sur un autre argument que j'ai envie d'insister aujourd'hui. Les logiciels libres sont aussi et surtout plus adaptés et contribuent à construire notre souveraineté numérique. Et il existe des alternatives en logiciel libre pour la grande majorité des outils que nous utilisons quotidiennement dans l'institution. En Wallonie, nous pensons que l'intercommunal IMIO pourrait jouer un rôle déterminant pour la mise en place d'un véritable service public numérique pour les administrations. Nous n'ignorons pas que la transition vers les logiciels libres est un défi de taille, comme tout changement. Mais pour de nombreuses raisons, économiques, mais aussi et surtout politiques, nous devons désormais franchir cette marche. Nos questions sont donc les suivantes. Accepteriez-vous d'étudier, tester à petite échelle,
cette transition vers les logiciels libres dès l'an prochain pour les outils les plus simples et aussi les plus coûteux, comme par exemple la bureautique et la messagerie. Deuxième question, pouvons-nous adhérer et solliciter l'intercommunal IMIO afin de collaborer en ce sens? C'est la deuxième fois que je vous interroge sur une éventuelle adhésion à IMIO, chaque fois pour des raisons différentes. Donc voilà, ce n'est pas la même question, loin de là. D'avance, nous vous remercions pour les réponses que vous pourrez apporter. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? J'invite donc madame Muriel Brodie-Rulin, députée provinciale, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Magnery, vous m'interrogez sur la possibilité d'une transition de nos logiciels propriétaires vers des logiciels libres. Sachez que le DSI a toujours eu l'approche la plus objective possible sur les avantages et les inconvénients des logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires, de façon à faire le choix le plus approprié face à chaque besoin à couvrir. Les avantages des logiciels libres les plus souvent cités sont le coût, le support communautaire et l'interopérabilité. Le coût. Les logiciels open source sont généralement gratuits ou très peu coûteux, ce qui peut permettre d'économiser de l'argent sur les frais de licence. Le support communautaire. Les logiciels open source sont souvent pris en charge par une communauté de développeurs qui contribuent à son développement et fournissent une assistance via des forums et d'autres ressources. L'interopérabilité, les logiciels open source sont souvent compatibles avec une large gamme de systèmes d'exploitation et d'appareils, ce qui les rend plus compatibles que les logiciels propriétaires. Les désavantages des logiciels libres sont les suivants: la courbe d'apprentissage, le support, l'intégration et la sécurité. La courbe d'apprentissage, en ce qui concerne la bureautique, comme une majorité des gens utilisent un environnement Microsoft dans le privé, il est beaucoup plus intuitif pour eux de travailler dans ce même environnement. Le passage à un logiciel open source peut obliger les travailleurs à apprendre de nouveaux logiciels, ce qui peut être un défi, avoir un impact sur leur efficacité à court terme et générer une surcharge d'appels au support informatique. Le support. Bien qu'il existe souvent une assistance communautaire disponible par les logiciels sources, elle peut ne pas être aussi fiable et aussi réactive que l'assistance fournie par les fournisseurs propriétaires, et pas de garantie contractuelle. L'intégration. Les logiciels open source peuvent ne pas s'intégrer aussi facilement à d'autres logiciels ou systèmes, ce qui peut constituer un défi pour les entreprises dotées d'environnements informatiques complexes ou très intégrés, comme d'ailleurs le cas à la province. Sécurité, surtout. Les logiciels open source peuvent être plus vulnérables aux menaces de sécurité, et ce pour deux raisons. Premièrement, parce que l'open source offre l'accès au code. Nous restons alors tributaires de la réactivité des développeurs qui auront la capacité de proposer une mise à jour. A contrario, lorsqu'on travaille avec un éditeur plus fort sur le marché, on a une réactivité très forte dans ce genre de situation et un support très qualifié. Deuxièmement, si les logiciels ne sont pas correctement entretenus ou mis à jour, comme évoqué ci-avant, ce n'est pas du tout garanti. Tenant compte de ces avantages et inconvénients et en fonction des besoins, le DSI dispose donc à la fois de solutions propriétaires et de solutions open source. Ainsi, nous utilisons également GLPI pour l'inventaire matériel, le suivi des demandes et incidents informatiques et d'autres besoins y associés. Et pour le développement, nous utilisons beaucoup de logiciels libres, même s'il s'agit plutôt de briques logicielles réutilisables que d'applications complètes. Citons notamment le CMS Drupal pour le site Internet ou le framework Symfony pour les développements maison.
Si l'on en revient spécifiquement aux outils Microsoft, sur le plan économique, les dépenses liées directement à ceux-ci représentent un peu plus de 3% du budget de fonctionnement informatique annuel. Et il peut paraître séduisant d'économiser les 200 000 € dont vous parlez. Mais le passage à des solutions open source pour ces outils spécifiques impliquerait des coûts indirects importants liés à tout le détricotage de l'intégration forte avec l'environnement informatique actuel. L'analyse préalable, à elle seule, représenterait une charge de travail non négligeable, toute équipe confondue. Serveurs, maintenance, assistance, pôle applicatif. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à utiliser les outils open source lorsqu'ils répondent à nos besoins et non contraintes, comme nous le faisons déjà. Je vous remercie donc pour votre attention et pour l'attention que vous portez aux services informatiques. Merci. Merci, Madame la députée. Une réaction ? Pardon. Merci beaucoup, Madame la députée, pour votre réponse. Quand même, somme toute assez complète. On salue cette approche que vous dites objective, qui est quand même de chaque fois peser le pour et le contre d'une approche qui est, il faut bien le dire, un peu disruptive dans le monde informatique actuel. Mais le monde change et continue de changer. Et nous, on pense vraiment que le logiciel libre doit occuper une place plus importante dans nos institutions. Et alors, je reviens sur l'argument, et c'est, je pense, peut-être ma question qui aurait pu être mieux formulée, parce que l'argument principal, il peut être économique, mais sur le long terme, mais il est surtout politique. Et j'ai vraiment envie d'assister là-dessus, parce qu'en fait, tous les logiciels propriétaires nous rendent dépendants. Okay. Dépendants en plus de firmes qui sont la plupart basées à l'étranger, tandis que le logiciel libre, lui, va nous rendre autonomes. Et d'ailleurs, je vais souligner quand même encore un petit avantage que peut avoir le logiciel libre, c'est de développer un emploi ici chez nous et aussi issu de nos écoles. On sait que les écoles de la province sont excellentes dans le domaine informatique, et donc c'est aussi une source d'emploi potentiel à long terme et à une échelle qui n'est pas aussi petite qu'on peut le penser, parce que des logiciels libres, on peut vraiment en développer dans toute une série de domaines. Alors, sans rentrer dans un immense débat technique, parce qu'apparemment le temps est compté quand même, sur les 4 arguments que vous avez avancés, la courbe d'apprentissage, c'est vraiment le moins bon argument. C'est un serpent qui se mord la queue. On est tous passés, on a tous Windows sur nos ordi. Si vous passez sur un Mac, on va être tout perdu. Et inversement, passer de Mac à Windows, on est tout perdu. Mais en fait, si dès l'école, dans nos écoles provinciales, on utilise des logiciels libres, on utilise LibreOffice, cet argument de la courbe d'apprentissage ne sera plus valable. Ensuite, vous évoquez le support, l'intégration et la sécurité. J'aurais également plein de choses à dire, mais je vois que M. Capa est déjà fâché et je ne veux pas rentrer dans un débat technique ici devant tout le monde. Donc, je vous remercie encore pour votre réponse. Merci, Monsieur le conseiller. Pour la 3e et dernière question, je donne la parole à Monsieur Rassa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les conseillers. Hier s'est clôturée l'enquête publique concernant le projet de réaffectation du hangar Kurt. La demande de permis de classe 2 portait notamment sur la transformation de l'enveloppe du hangar afin de permettre la création de 181 places de parking de voitures, 16 emplacements moto et 43 rangements vélos. Le projet comprenait aussi l'abattage de 20 arbres avec replantation d'un nombre plus réduit de plants. Le projet a également pour but, tout en conservant les volumétries, de créer une salle d'exposition, un espace bureau, un centre de création, un atelier d'artistes, un espace multimédia et de réserve. Tous ces points posent question et je ne doute pas que nombre de citoyens et d'associations ont porté réclamation avant le délai d'hier. En effet, le terrain est inscrit en zone d'habitat au plan de secteur. La province aurait pu envisager la reconversion partielle du bâtiment en logement en collaboration avec la régie foncière de la ville ou la maison liégeoise. Construire la ville sur la ville est inscrit dans les déclarations d'intention des différentes majorités qui se sont succédées à la ville comme à la région, et pourtant rares sont les transformations de parking ou de hangars en logement. Ce parking est lui aussi contestable. Le principe stop, principe qui hiérarchise les différents modes de déplacement et dit stop donc au tout à la voiture, n'est pas respecté. L'offre de 180 emplacements supplémentaires
va inciter l'utilisation de la voiture individuelle et risque d'engorger les quais de la dérivation en heure de pointe. C'est d'autant plus incompréhensible que les connexions au site en transport en commun sont nombreuses et qu'un parking de délestage arrive bientôt à Droix, au terminus du tram. Enfin, ce parking entre en contradiction avec la volonté exprimée par de nombreuses associations et citoyens liégeois de végétaliser et transformer la pointe d'Outremeuse en parc, espace vert qui manque cruellement à ce quartier populaire et dense de la ville de Liège. Pire, on annonce ici l'abattage d'une vingtaine d'arbres le long du quai Barbeau et le long de la rue de l'Abattoir, décrits comme anarchiques, pour les remplacer par moins d'une dizaine de plus jeunes arbres. La bande verte d'1,50 m ne compensera certainement pas les abattages prévus. Je finis en mentionnant notamment les remarques émises par le GRAC et que je partage. Le site n'offre pas une accessibilité aisée du bâtiment aux cyclistes. D'une part, l'accès vélo entre en conflit avec les accès camions du site. D'autre part, le parking vélo n'est pas facilement accessible, nombreuses portes et barrières pour y accéder, pas d'accès direct au bâtiment, et surtout, il est sous-dimensionné, place prévue insuffisante quand on sait que les étudiants à la HEPL en ont certainement besoin, pas d'espace de recharge électrique, pas de place pour les vélos cargo, pas de sécurisation. L'accès piéton est lui aussi entravé par la pose d'une clôture barrodée le long de l'ensemble du site. J'en arrive à mes questions. Quelles modifications allez-vous apporter éventuellement au projet soumis? Et enfin, quelles autres mesures allez-vous prendre pour assurer une mobilité plus durable de nos agents provinciaux, autre que construire des parkings? Je vous remercie pour les réponses. Merci, monsieur le chef de groupe. D'autres interventions? Non, j'invite monsieur le député André Denis à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, monsieur le président. Monsieur le conseiller provincial, merci, monsieur le président, chers collègues, excusez-moi. Monsieur le conseiller provincial, monsieur Rassa, la réaffectation du hangar Kurt situé au lieu dit Pointe de Bavière constitue en effet un des projets dont nos agents, les visiteurs des sites provinciaux situés aux abords, les acteurs culturels liégeois et les citoyens bénéficieront très bientôt. Permettez-moi de vous en présenter les différents aspects. Tout d'abord, ce site, appartenant à la province de Liège et datant de 1970, comporte 2 bâtiments, entre lesquels il y a un parking extérieur de 91 places. Le premier bâtiment est actuellement un hangar qui va faire l'objet d'une réhabilitation complète afin de répondre aux besoins du département culture et de ses acteurs de terrain en dynamique avec l'ouverture imminente du B3. Il est prévu une salle d'exposition avec rangement, un centre d'expression et de créativité, ainsi qu'un atelier d'artistes et un lieu de stockage de la collection artistique provinciale. Le deuxième bâtiment est quant à lui actuellement utilisé par la Haute École de la province de Liège comme salle de cours. Concernant la réaffectation d'infrastructures culturelles, un dossier a pu être introduit par les services provinciaux pour la rénovation du hangar Kurt dans le cadre du plan de relance de la région wallonne. En fonction du type de rénovation, de la surface modifiée et de travaux effectués en termes d'économie d'énergie, nous pouvons espérer un subside total de 1 878 000 €, c'est-à-dire 59% du coût total du projet estimé évalué à 2 400 000 € hors TVA. Vous le savez peut-être, l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment et la contribution aux critères environnementaux font partie intégrante des critères imposés par la région dans le cadre de cet appel à projet. Ainsi, nous prévoyons un nouveau bardage isolé respectant la législation PEB en vigueur, la création de nouvelles baies permettant d'exploiter les locaux et d'étanchéité de la toiture. Dans le cadre de la rénovation du parking en toiture, la qualité de l'isolation thermique en place sera analysée, remplacée ou conservée selon les normes PEB existantes. Par ailleurs, les systèmes techniques devraient également être adaptés de façon à répondre au mieux aux performances énergétiques du bâtiment requis, ainsi qu'à ces nouvelles affectations. Je pense à un éclairage performant et adapté, une ventilation mécanique contrôlée avec humidificateur et à tous les dispositifs de sécurité nécessaires. Des panneaux photovoltaïques sont également prévus ainsi que le remplacement de la chaudière.
S'il est vrai que certains arbres devront être abattus, ayant poussé de manière anarchique et trop proche des façades, ils feront cependant l'objet d'une compensation. Un large aménagement d'arbres et végétaux d'essence indigènes sont prévus, tels que des noyers et charmes, des pruneliers, noisetiers ou du sureau. Cela permettra aussi de limiter l'espace culturel et le parking de l'école Barboux actuellement sur le même site. Laissons-leur le temps de pousser à leur propre rythme. La région wallonne nous impose des efforts en termes d'efficacité énergétique. Dans ce cas-ci, un minimum de 30% d'économie en matière d'énergie est demandé, ainsi que le respect de critères en matière d'économie circulaire. Il ne s'agit pas ici de mobilité durable, certes, mais d'un autre pan de ce que peut faire la province en termes de durabilité environnementale. L'amélioration des performances énergétiques et thermiques de ces bâtiments. Monsieur le conseiller, l'urgence écologique actuelle impose en effet de mettre en œuvre des solutions de mobilité durable et multimodale. Donc oui, le réaménagement et la création de places de parking sécurisées supplémentaires pour un total de 236 emplacements sont prévus dans ce projet de réhabilitation. Situé à l'entrée de Liège, là où s'arrête l'autoroute et où commence le réseau de bus, proche des arrêts du tram futur, ce parking sera accessible tous les jours par les visiteurs et les agents du laboratoire Malvaux, des Barboux et du nouveau B3. Ces nouveaux emplacements permettront de désengorger l'hypercentre, mais surtout d'inscrire notre institution dans un rôle d'accompagnateur dans la transformation de la ville de Liège en termes de mobilité. Les quelques places de parking à Kurt ne seront pas inutiles suite à la transformation du boulevard de la Constitution en zone piétonne, mise en œuvre par la ville de Liège et à laquelle nous sommes étroitement associés par la mise à disposition d'espaces autour de notre B3. Aussi, la province de Liège veut faciliter le déplacement de ses agents et visiteurs avec ce parking, tout en proposant des solutions en termes de mobilité douce. C'est pourquoi 20 emplacements avec bornes de rechargement électrique et une zone pouvant accueillir 43 racks pour vélos et 10 motos sont prévus sur ce site. De plus, ce parking, tout comme celui situé rue Ernest Solvay à Sclessin, sera accessible pour les agents de la province de Liège qui souhaitent se rendre au centre-ville le week-end ou comme point de rendez-vous pour du covoiturage. J'attire également votre attention sur le fait que les agents provinciaux ont aussi l'opportunité d'utiliser nos voitures et vélos partagés à assistance électrique pour se rendre sur des lieux de réunion disséminés sur le territoire de la ville de Liège. Les vélos, moyens de locomotion éco-responsables, sont disponibles au Palais provincial, au parking Opéra, à l'Institut Ernest Malvaux, au Val-Benoît ou encore à la Maison de la Formation. Je veux féliciter les déplacements professionnels de nos agents et a été mis en œuvre en septembre 2021. Au vu de ces suggestions, je vous l'assure, monsieur le conseiller, que la volonté de la province de Liège est bel et bien d'inciter ses agents à repenser ces modes de déplacement et à opter pour la solution la plus durable. Vous auriez souhaité du logement et ou végétaliser la pointe de Kurt, à l'entrée de la ville, en y aménageant un parc. Vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux et nouveaux logements, certes privés, sont prévus sur le site de Bavière. Les sociétés de logements sociaux disposent par ailleurs dans ce quartier de beaucoup d'espaces où elles peuvent s'implanter, où elles pourraient s'implanter. La même réflexion s'applique à la création d'un parc. Ainsi, M. Rassa, je pense sincèrement que notre réaffectation du hall de Kurt s'inscrit dans une nécessaire diversité de projets et participera au développement de nouveaux liens sociaux tout en contribuant à l'amélioration de la mobilité de ce quartier. Je vous remercie pour votre bonne attention. Merci, monsieur le député provincial. Une réaction ? Merci, monsieur le député, pour la réponse, mais j'entends que vous êtes sourd, en fait, aux réclamations qui sont faites dans la question, que je ne fais que relayer les discussions qu'il y a eu à la CCATM de Liège, notamment. Voilà, je trouve ça regrettable que la remise en question du parking, en fait, vous répondez à côté. Je ne vais pas refaire toute la réponse, mais j'entends bien l'isolation thermique du bâtiment, c'est fort bien. Le PEB, les lumières, les panneaux photovoltaïques, enfin, c'est super, hein, le bâtiment va être bien, mais vous ne répondez pas sur le fond, sur le parking, et pourquoi en fait il faut encore 180 places de parking, alors qu'il y a du parking disponible, hein, comme j'ai dit, pas très loin, en fait à 10 minutes à pied, qui est 750 places qui vont arriver, il y a du transport en commun, vous l'avez dit vous-même, qui est disponible
Et donc pour les agents, ils pourront arriver en transport en commun jusque-là. Et vous avez dit vous-même, il y a du covoiturage possible, il y a des voitures partagées, donc je ne vois pas l'utilité d'encore ajouter du parking, parce que chaque fois qu'on construit un parking, il y a des voitures supplémentaires qui arrivent sur les réseaux. C'est comme ça que ça marche. Et donc chaque fois qu'on mettra moins de parking, il y aura moins de voitures dans l'espace. Et dire que ça c'est... on désengorge l'hypercentre, c'est faux. Enfin, Outremeuse, c'est le centre encore. Enfin, c'est déjà le centre. Donc, le quai de la dérivation, je vous invite à venir le voir aux heures de pointe. C'est juste insupportable. Et donc ça, il faudrait que ça change. Et je pense que c'est un mauvais signal qu'on donne en construisant ce parking. Voilà, je ne serai pas plus long, mais c'est regrettable. Merci, monsieur le conseiller. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, le document 247. Adoption du rapport de rémunération des membres du Conseil provincial et du Collège provincial pour l'année 2022, établi conformément à l'article L 6421-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions du bureau. Le groupe PTB, le groupe des écolos et les engagés, unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 4 de l'ordre du jour actualisé, le document 248, modification de la représentation provinciale au sein de l'Assemblée générale de l'Association intercommunale pour le démergement et l'épuration des communes de la province de Liège, en abrégé l'AIDE, remplacement de M. Léonard, conseiller provincial. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions du bureau. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 5 à 7 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 249 à 251, subsides supracommunaux 2023, octroi d'une promesse ferme pour le dossier Vigigal, pour le projet réalisation d'un parking d'écovoiturage aux abords du carrefour du chêne Madame à Roteux, Neupré, et octroi d'une promesse ferme partielle à destination de la commune de Burgkeuland. Ces trois documents n'ayant soulevé aucune question, votre première commission vous propose de les adopter par 8 voix pour et 1 abstention pour les documents 249 et 250 et par 6 voix pour et 3 abstentions pour le document 251. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale, nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Ok, qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces trois documents? Unanimité, le Conseil adopte les trois résolutions. Les points 8 à 11 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 252 à 255, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Coopération culturelle régionale de l'arrondissement de Liège, le corridor, présence et action culturelle régionale de Liège, pays 3-14. Ces quatre documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 1 abstention que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? J'attire votre attention sur le fait que pour le document 8, Muriel Freinet donc, ne participera pas au vote. Autrement, pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces quatre documents? Unanimité, le Conseil adopte les quatre résolutions. Les points 12 à 15 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 256 à 259, octroi de subventions en matière de culture, demande de soutien des ASBL Défaut, Centre culturel d'Angy, de la SRL NN Studio et soutien aux 7 bénéficiaires sélectionnés dans le cadre de l'appel à projet, ce dont rêvait Marcel Hicter, Osons la démocratie culturelle. Le document 259 ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Marie Monville, à nous en faire connaître les conclusions.
Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, votre première commission s'est réunie ce 13 juin et a examiné le point 259. Un commissaire s'étonne et regrette que ce soit quasi exclusivement des associations de l'arrondissement de Liège qui soient sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet, ce dont rêvait Marcel Icter, Osons la démocratie culturelle. Il lui est répondu que l'appel est ouvert à toutes les associations. Un comité de lecture composé d'agents internes et externes procède à la sélection des projets. La répartition territoriale ne fait pas partie des critères. Dans le cadre de cette édition, une vingtaine de projets ont été déposés. Il n'y a pas un nombre déterminé de dossiers sélectionnés, mais l'enveloppe de 50 000 € est fermée. La ventilation s'opère en fonction des projets retenus et des demandes financières. Enfin, cette interpellation est l'occasion de rappeler que Marcel Icter a été un précurseur culturel en communauté française et que cet appel s'inscrit pleinement dans la lignée de la démocratie culturelle qu'il défendait. Ce point a été adopté par 9 voix pour et 2 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Les 3 autres documents n'ayant quant à eux soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 4 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 4 résolutions. Les points 16 et 17 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 260 et 261, octroi de subventions en matière de relations internationales et institutionnelles, demande de soutien de la Fondation Euritalia et de la SBL, qu'importe le projet. Ces 2 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 2 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 2 résolutions. Point 18 de l'ordre du jour, le document 262. Octroi de subventions en matière de sport, demande de soutien de l'association de fait Comité provincial de Liège AWBB, convention de subventionnement saison 2023, promotion et développement du basketball en province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 2 abstentions que votre 2e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 2e commission. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 19 de l'ordre du jour, le document 263, approbation d'un règlement d'occupation pour les locaux du service des sports, 6 rue des Prémontrés, 12 à Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et a soulevé des questions. J'invite le rapporteur, Mme Sandrina Gaillard, à nous en faire connaître les conclusions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, la Commission 2 a examiné le document 2223/263. Le directeur des sports, M. Bozzi, nous a fait une présentation de ce nouveau règlement provincial nécessaire vu la dissolution de la SBL Maison des Sports. Le règlement permet la gestion des bureaux, des salles de réunion et du service cafétéria. Une commissaire s'étonne des prix modiques appliqués, c'est-à-dire 75 € par an pour un bureau individuel ou 50 € pour un bureau partagé. M. Bozzi explique qu'il s'agit de fédérations sportives et non de clubs installés en province de Liège, l'assurance RC étant en charge du locataire. Elle demande qui peut accéder aux salles de réunion, toute fédération ou SBL sociale, au tarif de 20 € pour la grande salle et gratuit pour la petite. M. Bozzi précise que l'occupation est importante. Madame la députée rappelle que la province était engagée lors de la dissolution envers les fédés à maintenir les prix. Le vote, 8 voix pour, 2 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. Pas. Oui, qu'elle fait un petit temps. Je change de page. Donc, lors de la préparation de ce conseil, je me suis rendu compte que la commission numéro 2 ne comportait que 2 points.
et à première vue ne nécessitant que peu d'explications. J'ai donc envoyé un mail pour demander... Est-ce que c'est relatif à la question, à ce point-ci? Oui. Vous êtes sûr que ça correspond à l'occupation du hall des locaux? Ah, mais, donc ça n'a rien à voir ici. Je vous remercie, Madame la conseillère. Je pense, c'est en bureau qu'on doit en parler. Alors, quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Non. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Le groupe du PTB, le groupe Écolo, unanimité. Point 24 de l'ordre du jour, le document 264, adhésion de la centrale d'achat du SPF Stratégie et appui Beaux-Arts relatif à la mise à disposition d'une plateforme de paiement en ligne sécurisée sous forme d'un ou plusieurs abonnements SaaS. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité. Point 21 de l'ordre du jour. Le document 265, adoption des contrats d'objectifs des écoles d'enseignement secondaire, troisième vague, IPES de Verviers, IPES d'Ersal, IPES paramédical de Williège-Verviers et IPES de Serein. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Rassa. Merci, Monsieur le Président. Simplement, voilà, exprimer notre opposition de principe par rapport à ces contrats d'objectifs. On est contre cette contractualisation de la relation entre le ministère et les écoles. On est contre cette idée qui émane du pacte, cette idée-là en particulier qui émane du pacte, qui est une production des experts de McKinsey et qui finalement, cette contractualisation de la relation entre école et ministère va responsabiliser, va jeter la responsabilité des échecs scolaires sur les professeurs, sur les enseignants. Et donc c'est un vote de principe. Je sais bien que le PO est obligé de se conformer à cette demande du ministère. Donc je ne sais pas par rapport à la province en soi, le débat a lieu à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais c'est pour être en cohérence avec ce vote qu'on a déjà exprimé aussi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc nous voterons contre ces contrats d'objectifs. D'autres interventions? Non, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, les engagés, qui est contre. Le PTB, le Conseil, adopte la dite résolution. Les points 22 à 24 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la quatrième commission, à savoir les documents 266 à 268, marché public de travaux, mode de passation et conditions des marchés, pour l'EP de Herstal, l'IPES de Serein et travaux de mise en conformité des installations électriques de tous les bâtiments provinciaux. Ces trois documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et 2 abstentions que votre quatrième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de ces 3 résolutions? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Le point 25 de l'ordre du jour, le document 269, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de l'ASBL Foire agricole de Bâtisse-Herve, activité exercice 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 11 voix pour et 1 abstention que votre quatrième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la quatrième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 26 de l'ordre du jour. Le document 270. Octroi de subventions en matière d'infrastructure, demande de soutien de la ville de Herstal dans le cadre du projet de réaménagement d'un parking en vue d'être mis à disposition des agents provinciaux et des riverains.
Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 11 voix pour et une abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 27 de l'ordre du jour. Le document 271. Création de la maison du cyclisme d'Ewaï. Subvention complémentaire. Mise à jour des informations et modification de la résolution du 15 décembre 2022. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 4 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe PTB, le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe écolo. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 28 de l'ordre du jour. Le document 272, vente du site du château de Harzé, 6 route de Bastogne à Ewaï. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et 2 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe PS, le groupe MR, le groupe engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB et le vote d'écolo, je ne sais pas. Ah, pardon. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 29 à 42 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir les documents 273 à 286, première assemblée générale ordinaire des intercommunales Liège, zone 2, Île et Série, AIDE, ECTA intercommunale, ECTA Finance, CHR Verviers, l'ASPI, Gilles et Nodia, Isocel, Intradel, Néomancio et CHR Citadelle, et l'Assemblée générale extraordinaire des intercommunales Liège, zone 2, Île et Série, et Néomancio. Le document 274 ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, M. le Président. Monsieur le Directeur général, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, rapporteur de la 5e commission qui s'est réunie mercredi 14 à 17h30 au Palais. Donc, un commissaire pour la question, y a-t-il un représentant provincial aux zones de secours? Il lui a été répondu que oui. Chaque représentant provincial a voix délibérative. Donc, le vote, si je ne me trompe, 10 pour, aucun non et une abstention. Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. Les 13 autres documents n'ayant quant à eux soulevé aucune question, c'est par 10 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Mannery. Merci, Monsieur le Président. Je me permets quand même, vu que le rapport était très succinct, de préciser que ma question portait plus sur la proportion de représentants provinciaux que sur leur présence, dont on savait bien qu'il y en avait un qui représentait la province. Voilà, merci. Si, c'était ma question. Pas d'autres interventions? Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Oui. Qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 14 documents? Le groupe PS, le groupe MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB et le groupe écolo? Mais je m'excuse, je ne vois pas, si tu fais ça, ça va. Alors, j'aimerais, autant que ta main reste levée, ce sera plus facile. Mais enfin, soit. Il fait chaud, tout le monde est fatigué, peut-être. Point 43 de l'ordre du jour, document 287, culte, compte 2022 de la mosquée Achahaba, rue de Haudimont à Verviers, avis favorable. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale.
Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Les écolos, le PS, le MR et les engagés, qui est contre, qui s'abstient, le PTB. Point 44 de l'ordre du jour, le document 288, avis sur le projet du budget 2024 de l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe écolo, le PS, le MR et les engagés, qui est contre, qui s'abstient, le PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 45 de l'ordre du jour, le document 289, avis à donner sur la modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2023, arrêté par l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe écolo, PSMR engagé. Qui est contre? Qui s'abstient? Le PTB, le Conseil adopte la dite résolution. Point 46 de l'ordre du jour, le document 290, modalités pratiques et financières relatives au traitement du linge de la zone de secours EMECO par le centre de traitement du linge de la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 10 voix pour et une abstention que votre 5e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 47 de l'ordre du jour, document 291, création d'un Trail Center dans le cadre d'un appel à projet lancé par la région wallonne en lien avec le plan de relance de la Wallonie, candidature. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, Mme Assia Moukas, à nous en faire connaître les conclusions. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Donc, lors de la réunion de la 5e commission hier, un commissaire se demande pourquoi les projets se développent loin de l'Est, spécialement de Verviers. Y a-t-il des budgets pour ces territoires aussi? Et comment Malmedy va bénéficier des retombées économiques de ce genre de projet? La Fédération Tourisme prend la parole pour répondre, pour préciser que le projet de Trail Center est un projet initié par des associations qui organisent des activités courts-stages au public. Ici, la Fédération Tourisme et la province de Liège ont porté ce dossier pour défendre les associations. Donc, il n'a pas eu de choix de territoire, mais plutôt un soutien d'une initiative associative. Donc, 3 projets seront retenus qui doivent répondre à des critères très stricts. La Fédération Tourisme ne connaît pas le nombre de dossiers introduits auprès du commissaire général au tourisme de la région wallonne. En termes de profit, la Fédération Tourisme ainsi que le député assurent au commissaire que les connexions seront créées pour faire profiter tout le bassin liégeois. Il y aura une connexion entre les 2 implantations principales qui permettra aussi aux vététistes de rejoindre chaque fois les sites via un itinéraire de liaison. Ces implantations d'environ 360 hectares s'étendent sur 4 communes, Serein, Liège, Neupré et Esneux. Le député insistait sur le fait que les cantons de l'Est profitent aussi de plusieurs projets qui correspondent à la demande locale. On essaye d'avoir des projets diversifiés pour toute la province. À l'Est, on trouve aussi d'autres projets comme le Crossy Country ainsi que les Cabotis. C'est toujours en fonction de la population que les projets se développent. La province suit la demande et les besoins des citoyens. Un autre commissaire s'interroge sur le nouvel outil pour la gestion de réseaux .E. La Fédération Tourisme reconnaît qu'il y a des difficultés en termes de balisage, de mise à jour des informations en ligne et d'entretien de son réseau .E.
Ces besoins ont dépassé les moyens consacrés au projet. C'est pour cette raison que la Fédération Tourisme commence à utiliser un réseau de volontaires qui collaborent via l'outil Easygis. Ce site permet de faire une mise à jour régulière par les usagers. Ils partagent ainsi chaque fois les informations sur l'état des points nœuds. Ainsi, ils développent la communication entre les utilisateurs et les gestionnaires des sites sur les terrains de ces points nœuds. La province compte plus ou moins 300 bénévoles. Chaque volontaire gère une portion de points nœuds avec son smartphone pour signaler tout problème ou manquement, ce qui facilite énormément le travail d'entretien et le balisage sur le terrain. Le point est conclu par un vote de 10 pour, une abstention et personne qui était contre. 0. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 5e commission. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 48 de l'ordre du jour. L'approbation du procès-verbal de la séance du 25 mai 2023. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine séance ordinaire du Conseil provincial aura lieu le jeudi 6 juillet à 16h30. Je vous remercie. Bonne fin d'après-midi.